Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur la transmission d'entreprise de la CCI Nord-Isère. Bonjour et merci à Nathalie d'être présente parmi nous. Bonjour à tous. Donc on a 3/4 d'heure à passer ensemble et avant de commencer, je voulais vous dire que ce PowerPoint sera mis à votre disposition. Le thème du jour, c'est donc la question de la transmission et plus précisément quel statut pour vendre son entreprise et quel statut aussi pour reprendre une entreprise. Donc on va détailler tout ça avec Nathalie pendant ce webinaire, sachant que je voulais dire 2 mots sur la collaboration qu'on a avec AG2R. Ça fait des années qu'on travaille ensemble sur le sujet de la transmission et Nathalie et AG2R ont une véritable expertise en la matière qui permet d'appréhender la transmission de façon globale sur du court, du moyen et du long terme. Donc voilà, l'objectif c'est de profiter de ta compétence pour appréhender un thème assez complexe. Donc, on va essayer d'être clair, d'être précis et de vous donner quelques exemples de façon à pouvoir vous donner les billes pour choisir le statut, choisir la forme juridique en toute simplicité, j'allais dire. Voilà. Nathalie, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots et redéfinir les objectifs de ce webinaire. Oui, merci Olivier. Donc effectivement, je me présente Madame Serraillet et Nathalie. Je représente aujourd'hui le groupe AG2R La Mondiale et nous sommes spécialistes de la protection sociale de la personne. Donc nous travaillons effectivement en collaboration avec la Chambre de commerce, mais également en collaboration avec vos principaux conseils que sont les experts comptables et les avocats, pour vous aider notamment à choisir votre statut social. Et on verra que votre statut social est en lien direct avec également le statut de l'entreprise. Ce sont des questions que vous allez vous poser à 2 étapes clés de votre vie d'entrepreneur. La première étape clé qui va être la création ou la reprise de la société, mais également la deuxième étape clé qui va être cette fois-ci un peu plus loin, qui va être la partie transmission au moment où vous partirez soit à la retraite, soit peut-être pour d'autres plus jeunes également, ça peut être aussi un autre projet de vie, tout simplement. Donc, on va essayer effectivement de vous accompagner pour le choix de ces fameux statuts, en prenant bien évidemment en considération à la fois les problématiques de vos régimes obligatoires, mais on ira un petit peu plus loin également sur la partie facultative et complémentaire, pour que vous ayez une vision vraiment à 360 degrés de ce qu'est la protection sociale liée à la transmission d'entreprise. Ce que je vous propose, c'est justement cette fois-ci le déroulé de notre présentation. Juste pour dire qu'effectivement, si vous avez des questions pendant ce webinaire, il y en aura forcément. N'hésitez pas à utiliser la petite case questions qui est sur le logiciel et à nous écrire les questions en temps réel. Et nous, on les traitera en fin de matinée. C'est ça l'objectif. Exactement. Voilà. Exactement. Tu peux, s'il te plaît, me dérouler? Ouais. Alors, effectivement, ce qu'on va voir ensemble, c'est la première partie. On va s'attacher finalement au statut social du cédant. Et on va voir effectivement qu'il y a certaines questions que l'on peut avoir quand on va transmettre son entreprise. Est-ce que notamment je dois changer de statut? Est-ce que le statut de mon entreprise doit évoluer? On s'attachera ensuite à regarder plus côté repreneur. Quel statut finalement pour la reprise? Et c'est vrai que souvent on a la question, est-ce que je dois être en SARL, donc gérant majoritaire, ou est-ce que je dois plutôt être en SAS et cette fois-ci être dirigeant salarié? On essaiera ensuite de regarder ensemble quelques idées reçues entre le régime de la sécurité sociale des indépendants et le régime général des salariés. Ensuite, je ferai un petit point pour vous présenter justement l'offre audit de protection sociale que le groupe AG2R La Mondiale est en mesure de vous proposer en partenariat avec la Chambre de commerce. Et enfin, on terminera par une conclusion et surtout les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas effectivement à les noter ou à nous les faire passer pour qu'on puisse vous y répondre à la fin. L'objectif, bien entendu, de ce webinaire, c'est d'avoir un impact particulier et surtout d'insister sur le processus de la transmission et en particulier d'insister sur un point qui me paraît essentiel à chaque étape de votre vie d'entrepreneur, c'est toujours finalement d'anticiper et de préparer. Mieux vous allez anticiper votre vie d'entrepreneur, donc votre protection sociale, mais aussi celle de vos salariés, et mieux vous serez prêt justement à transmettre et à ne pas passer à côté de certaines opportunités.
Quand tu dis anticiper, Nathalie, c'est quoi? C'est 6 mois avant la transmission? 2 ans? 6 ans? Alors, j'ai envie de dire que c'est un petit peu à chaque étape. À chaque étape, effectivement, même au moment où je vais créer ou reprendre mon entreprise, quelque part, je dois avoir aussi à un moment donné en tête l'après. Et c'est ce qui me permettra effectivement d'être le mieux organisé possible. Si je n'ai pas fait tout cela, de toute façon, j'ai envie de dire que 4-5 ans avant la transmission, c'est là que je vais quand même pouvoir encore avoir des actions vraiment concrètes et on va dire impactantes, à la fois pour moi, à la fois sur mon entreprise et plus particulièrement sur mes salariés. Je pense notamment à une problématique qu'ont les dirigeants au moment de la transmission qui est, oui, je vais transmettre, mais je souhaite assurer la pérennité de mon entreprise et la sauvegarde des emplois. Pour favoriser cela, je peux mettre en place un certain nombre de dispositifs au sein de mon entreprise qui permettront aussi de fidéliser mes salariés et peut-être aussi d'en faire pour certains des hommes clés qui assureront justement la pérennité de mon entreprise après. Alors, côté cédant, effectivement, souvent je vais avoir la question, mais quand je vais transmettre mon entreprise, à qui est-ce que je vais en parler? Les premiers conseils auxquels on pense vont être votre expert comptable, pourquoi pas. Ça peut être également la chambre de commerce, ça peut être également votre assureur. Tout le monde aujourd'hui peut effectivement vous accompagner avec peut-être un angle d'approche qui va être différent, mais pour autant, chacun va travailler ensuite en interprofessionnalité avec les autres. Et c'est vrai que ça va être important finalement, quoi qu'il arrive, de toute façon, de commencer à avoir cette discussion avec l'un ou l'autre de vos conseils. Autre question, c'est effectivement, je vais transmettre. Mais j'ai envie de dire que avant d'aborder la question de la fiscalité, qui est peut-être souvent votre première préoccupation, c'est, j'ai envie de dire, d'abord vous intéresser à vous et avoir un projet de vie après la transmission. Qu'est-ce que vous allez faire après avoir cédé votre entreprise? Vous pouvez avoir plein de projets, et tant mieux. Ces projets, finalement, vont vous permettre aussi de vous positionner sur quel va être le besoin de revenus que je vais avoir besoin pour pouvoir concrétiser ces projets, en étant finalement serein. Et tout ça, ça s'anticipe, ça se prévoit, ça s'organise. Une autre question, c'est finalement l'âge idéal pour transmettre. Effectivement, mon âge idéal, est-ce que c'est 60 ans? Est-ce que c'est 58 ans? Est-ce que ça va être 62 ans? Et sous-entendu, l'âge idéal, il est souvent lié également à quel moment est-ce que je vais pouvoir prendre ma retraite. Et tout ça, on peut l'organiser en amont, avec notamment une question qui va être l'audit de protection sociale. On vous recevez tous les 5 ans aujourd'hui un relevé de carrière. Ce relevé de carrière, j'ai envie de dire, c'est le moment opportun pour se poser la question. Il ne faut surtout pas le classer, j'ai envie de dire, mais plutôt au contraire, même si ça vous paraît un petit peu abstrait, en parler à vos conseils. Et c'est ce qui vous permettra effectivement, ce fameux relevé, d'essayer de voir où est-ce que vous allez en être et comment est-ce que vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Une autre question qu'on va avoir, c'est mon statut social après. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Donc, j'ai envie de dire, vous avez tout organisé, quel que soit votre statut d'ailleurs, que vous soyez travailleur non salarié ou que vous soyez salarié, tout est organisé. Vous avez votre protection sociale au niveau de la couverture maladie. Vous avez des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Vous avez certainement également prévu une protection sociale pour votre conjoint, pour vos enfants. Mais tout ça demain, lorsque vous allez être retraité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout ça, effectivement, va fortement évoluer et ce sont des choses qu'il faut anticiper. Donc, ça va être aussi peut-être de vous dire, mais après la transmission de votre entreprise, est-ce que vous allez souhaiter arrêter, entre guillemets, du jour au lendemain, ou est-ce qu'au contraire, vous envisagez d'accompagner le repreneur ou de continuer à travailler encore un petit peu? Et ça, effectivement, c'est des choses qui peuvent être très facilement réalisables avec notamment aujourd'hui le fameux cumul emploi-retraite qui est quelque chose de très simple à réaliser et qui peut permettre au contraire de continuer à travailler encore un petit peu pendant quelques années tout en ayant des revenus complémentaires. Et de ce fait-là, vous ne perdez pas votre protection sociale.
Ça, c'est un fonctionnement qui est souvent usité par les cédants. Une fois qu'ils ont cédé, ils continuent à travailler quand même en conseil. C'est des choses qui se font. Alors, beaucoup effectivement de chefs d'entreprise qui ont vendu continuent effectivement une phase d'accompagnement. Alors, ça peut être d'ailleurs tout à fait une personne qui est retraitée et qui souhaite malgré tout continuer encore à travailler un petit peu. Ça peut être aussi un dirigeant qui a 58 ans et qui transmet son entreprise. Parce que bien entendu, on n'attend pas forcément toujours l'âge de la retraite pour vendre. On ne va pas passer à côté d'une opportunité, par exemple, pour vendre son entreprise parce qu'on n'est pas encore retraité. Mais auquel cas, effectivement, on aura besoin de valider encore des trimestres et on peut effectivement soit poursuivre une activité avec, par exemple, la constitution d'une SAS qui nous permettra de continuer à avoir une protection sociale, de continuer à valider des trimestres et donc de continuer aussi à se constituer de la retraite. Mais ça peut être aussi, si je suis retraitée, du cumul emploi-retraite avec un statut différent. Donc, tout peut être envisageable et à des coûts qui sont en général aujourd'hui assez faibles. La transmission, on l'aborde souvent sous l'angle de la transmission à laitière, c'est-à-dire de la vente de la société. Mais on peut aussi avoir la problématique de la transmission, par exemple, familiale à des enfants. Là, les choses sont souvent un petit peu différentes et la première question qu'on va pouvoir être en mesure de se poser, c'est est-ce que je vais donner à mes enfants ou est-ce que je vais vendre à mes enfants? Et là, en fait, souvent, la réponse n'est pas en fonction finalement de ce que l'on envisage de faire au début, mais la réponse va plutôt être par rapport justement à votre projet de vie futur et de combien est-ce que vous aurez besoin pour financer vos projets de vie. Parce que ce n'est pas tout de donner, même s'il y a effectivement un certain nombre d'avantages, notamment le fameux pacte du Treil, mais donner, c'est également se démunir. Donc il faut être vigilant, ne pas tout donner parfois, mais plutôt donner une partie et vendre une partie pour justement être en capacité aussi de financer ces projets à moyen et long terme. Le statut du dirigeant lorsqu'il va transmettre son entreprise, c'est aussi souvent une problématique qui est en rapport avec le repreneur. On a souvent effectivement pendant la vie de l'entreprise tout intérêt à être en SARL. Voilà, être en SARL, pourquoi? Parce que souvent, c'est quand même un statut qui est moins coûteux et aussi favorable, voire plus favorable au niveau de la protection sociale. Mais au moment de la transmission, le repreneur peut vous poser la question de dire, ben voilà, vous êtes en SARL, je préférerais que vous transformiez votre structure en SAS pour la reprendre. Pourquoi est-ce qu'il vous demande ça? En fait, tout simplement pour limiter ou pour réduire les droits d'enregistrement. En effet, les droits d'enregistrement d'une SAS sont beaucoup plus faibles. Et je vais prendre un exemple tout simple. Une société qui serait valorisée à peu près à 500 000 €, les droits d'enregistrement lorsque c'est une SARL sont de l'ordre de 14 000 €. Les mêmes droits d'enregistrement pour une SAS sont de l'ordre de 500 €. Donc, on voit que l'écart est extrêmement important. Pour autant, il faut être quand même vigilant parce que la transformation de la SARL en SAS n'est pas gratuite. Donc, il faut prendre effectivement en considération le coût de cette transformation-là et voir effectivement ce qui va être le plus avantageux. Souvent, dans le concret, finalement, en dessous de 400 000 €, on a tout intérêt à rester en SARL et c'est au-dessus de 400 000 € où finalement, là, ça commence à être favorable. On peut amortir, entre guillemets, exactement. Le coût induit par ce changement de structure. Tout à fait. Changement de statut tout à aussi. fait. Tout à fait. Après, vous pourriez avoir la question aussi de me dire, mais à quel moment est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois le faire 4 ans avant, 5 ans avant ou 1 an avant? J'ai envie de dire que le changement peut être fait tout à fait dans les 6 mois précédant la transformation. Pas d'obligation de trop anticiper. Non, ce n'est pas nécessaire effectivement de trop anticiper. Et même au niveau de la retraite du cédant, hier, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années de ça, on pouvait effectivement avoir un intérêt à changer de statut et à redevenir salarié avant. Alors ça, on entendait souvent ça. Exactement. C'est plus d'actualité. C'était vrai avant, ça ne l'est plus aujourd'hui.
Tout simplement pour une raison qui est très simple finalement, parce que aujourd'hui, les régimes de retraite, sécurité sociale des indépendants et régime général du salarié sont des régimes qui sont alignés. Et d'ailleurs, depuis 2017, vous avez une liquidation unique de ces régimes. Ça veut dire que si moi, hier, j'étais en SARL, oui. Je passe en SAS 3 mois avant la vente, oui. Je ne vais pas avoir de soucis au niveau de mes dossiers de retraite, ça ne va pas être le bazar, le fait d'avoir changé de statut. Aucun. Aujourd'hui, il n'y a plus de problématique à ce niveau-là, puisqu'effectivement, au niveau du régime de base des salariés ou de la sécurité sociale des indépendants, le système est unique. Donc, le transfert des informations se fait de façon quasiment automatique. Alors, j'ai mis également que vend le cédant. C'est vrai que vend le cédant, vous avez souvent aujourd'hui des structures qui sont organisées avec une société holding et une société d'exploitation en dessous. Avant de se dire quelle va être la fiscalité et quels vont être mes revenus ensuite, c'est effectivement la problématique de dire qu'est-ce que je vends. Est-ce que c'est moi qui vais vendre? Donc, sous-entendu, je vends tout. Ou est-ce que c'est ma société holding qui vend la société d'exploitation? Les problématiques ne seront pas du tout les mêmes et la fiscalité ne sera pas la même non plus. Lorsque la holding va vendre la société d'exploitation, vous allez avoir deux étapes. Petit 1, la vente effectivement de la société d'exploitation. L'étape 2 sera finalement qu'est-ce que je vais faire ou comment est-ce que je vais sortir la trésorerie de ma holding. Et ça, effectivement, on pourra le traiter ensuite dans un autre webinaire, je pense. Enfin, on pourra avoir aussi, bien entendu, beaucoup d'a priori. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis travailleur salarié, est-ce que j'ai tout intérêt à redevenir salarié quelques mois avant? Pas du tout. Aujourd'hui, effectivement, pour le côté social et le côté retraite, il n'y a plus aucun impact. Par contre, un a priori, c'est que à la retraite, mes charges financières vont diminuer. Pas forcément, et j'ai envie de dire même parfois au contraire. Effectivement, aujourd'hui, quand on est retraité, on est encore dans la force de l'âge et c'est là où on a envie d'en profiter. Donc, on a effectivement souvent des besoins qui, au contraire, vont pendant peut-être entre 10 et 15 ans augmenter. D'autant plus, c'est aussi une période pendant laquelle, finalement, je vais avoir un transfert des charges qui étaient financées par ma société et qui vont être des charges qui vont être financées à titre personnel. Je pense effectivement à la voiture, qui est voilà, la première chose à laquelle on pense, mais ça va être aussi la mutuelle santé. Ça peut être des assurances également à côté. Et puis, ça peut être tout simplement, finalement, des frais de restauration et autres qui sont d'habitude pris en charge par l'entreprise. Donc, c'est une étape, effectivement, où les charges ne diminuent pas forcément, bien au contraire. Donc, ça s'anticipe, ça se prépare. Mais les solutions, elles existent dans la mesure où elles ont été bien préparées, effectivement, avec vos différents conseils. Et les solutions, c'est l'anticipation, c'est le cumul emploi-retraite. Ça peut être aussi pour certains de la retraite progressive. Ça peut être, effectivement, continuer à avoir une petite activité en étant retraité. Ça, c'est possible. Alors, on a vu effectivement les principales préoccupations de nos dirigeants cédants. On reviendra sur, parce que ces dirigeants cédants, on a vu qu'il fallait anticiper. S'ils rencontrent, j'allais dire un gestionnaire de patrimoine ou un assureur, est-ce que vous êtes capable de lui faire un espèce de bilan? On y reviendra peut-être à la fin de ce webinaire, mais un bilan avec des choses concrètes par rapport à leur niveau de vie d'aujourd'hui, celui de demain. Et pour vraiment se projeter et vraiment avoir une vision claire et, j'allais dire, pragmatique de leur situation aujourd'hui et demain. Oui, alors l'audit oui, exactement, l'audit de protection sociale, c'est vraiment le but. C'est de vous faire en fait une photographie à l'instant T de comment est-ce que vous êtes organisé et de faire une projection. Donc avec effectivement les points d'alerte, les points qui sont au contraire favorables, et éventuellement des solutions, voilà, différents scénarios qui permettront d'atteindre vos objectifs. D'accord, merci. Alors, on va passer effectivement cette fois-ci au côté repreneur. Le repreneur ou le créateur qui vont avoir des problématiques à peu près identiques. Première question, c'est le statut social.
Effectivement, c'est notre domaine d'activité, c'est notre pertinence, mais le statut social, c'est l'élément clé. Et le statut social, ce n'est pas uniquement moi, c'est aussi ma société. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout simplement, le statut social de dirigeant est intimement lié au statut social, au statut juridique de mon entreprise. Je suis en SARL, je vais pouvoir être soit travailleur non salarié gérant majoritaire, soit, si je suis égalitaire ou minoritaire, je pourrais être dirigeant salarié. Si je suis en SAS, la question ne se pose pas, je suis automatiquement dirigeant salarié. Ça, voilà, c'est la première chose à dire. Ensuite, on a souvent la problématique de l'arbitrage de la rémunération des dividendes. Ouais. Oui. Cette problématique vient, alors quand je suis repreneur, cette problématique ne vient en général pas dans les premières années, mais plutôt au bout de 7-8 ans, après effectivement le remboursement de la dette senior. Pour autant, c'est vrai que ça peut être des questions. Aujourd'hui, la question de l'arbitrage rémunération-dividende, depuis la mise en place de la flat tax, est une problématique qui est traitée de façon quasiment identique que je sois en SARL ou en SAS. Alors là, on entend beaucoup effectivement que la SAS est plus avantageuse. Tu es en train de nous dire que c'est pas si simple du tout? C'est pas aussi évident que ça, effectivement, parce que ce soit à court terme ou à long terme, aujourd'hui, le traitement des dividendes en SARL ou en SAS va être à peu près le même. En SARL, effectivement, le frein majeur aux dividendes, c'est qu'au-delà de 10% du capital social, les dividendes sont soumis à cotisation sociale. Mais les cotisations sociales étant déductibles de l'impôt sur les sociétés, au global finalement, on va se retrouver avec une rentabilité des dividendes SARL qui va être identique à la rentabilité des dividendes en SAS. De plus, si on se projette à long terme, lorsque je suis en SARL, mes dividendes me permettent de générer des droits à la retraite. Donc, ce qui permet finalement d'avoir même, j'ai envie de dire, un plus côté dividende de SARL. Donc là, on va contre les idées reçues. Exactement. Et donc, pour étayer ça, on peut l'étayer avec des exemples concrets. Exactement, avec des chiffres. Tout à fait. Eux ne mentent pas. Tout à fait. Les chiffres, voilà, il faut les faire en fonction de votre situation, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment le chiffre qui fait qu'on a exactement une situation au final. Très bien. La problématique, effectivement, du statut social, c'est également la protection du conjoint, la protection de la famille, parce que quand vous changez de statut, quand vous créez une entreprise ou vous reprenez une entreprise, ce n'est pas seulement vous, chef d'entreprise, mais on s'attache aussi à votre conjoint, à vos enfants, parce que c'est finalement toute la famille qui va être entraînée dans ce nouveau projet de vie. Donc, effectivement, on verra ensemble les conséquences pour tout le monde. C'est se mettre à l'abri, c'est protéger aussi, fidéliser ses salariés. Et on verra effectivement qu'au niveau de l'entreprise, il existe un certain nombre de solutions, que ce soit au niveau des conventions collectives d'ailleurs, comme au niveau des régimes facultatifs, qui permettent justement de protéger nos salariés. Alors, pour autant, on n'est pas quand même réfractaire, bien entendu, au statut de SAS. Bien au contraire. Aujourd'hui, on a la SARL qui nous paraît quand même souvent, pour beaucoup aussi de conseils, un statut qui est très favorable parce que moins coûteux, avec une protection sociale qui souvent est meilleure, voire en tout cas qui est beaucoup plus souple. Pour autant, le statut de SAS est parfois aussi quelque chose, un statut qui est favorable pour d'autres raisons. La première raison, c'est une problématique d'état de santé, parce qu'effectivement, si je ne suis pas assurable ou avec des surprimes qui sont extrêmement importantes, le statut de SARL sera peut-être mis de côté en faveur du statut de SAS. Le statut de SAS, un deuxième élément qui peut être très favorable, c'est lorsque j'envisage de faire entrer effectivement d'autres associés au capital ou éventuellement des partenaires financiers. Plus de souplesse sur l'entrée et la sortie d'associés. Bon, là aussi, l'équilibre étant... Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de mouvements de fonds sur SARL et SAS. La SARL avait quasi monopole il y a 20 ans sur les reprises. Et puis petit à petit, la SAS avec
quelques petits avantages, notamment sur les dividendes, a repris du poids. Exactement. Et puis là, c'est en train de se rééquilibrer. J'ai l'impression que la SARL revient un petit peu en force. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, Alors, aujourd'hui, effectivement, la SARL revient effectivement aujourd'hui dans les créations. Je crois qu'on va être à 50-50 à peu près. Le statut de la SARL revient en force parce que le régime de la sécurité sociale des indépendants, anciennement le RSI, avant on parlait RSI, aujourd'hui je parle bien de la sécurité sociale des indépendants parce que c'est un régime qui a évolué et qui aujourd'hui est beaucoup plus transparent, j'ai envie de dire, et sur lequel on a beaucoup moins de problématiques. La première transparence, c'est d'une part, comme on l'a évoqué, la retraite. Au niveau de la retraite, effectivement, les régimes sont complètement alignés par rapport au régime du salarié. Petit 1. L'autre élément, c'est qu'au niveau de la liquidation de la retraite, c'est pareil, la liquidation est unique. Enfin, aujourd'hui, au niveau des cotisations sociales de la sécurité sociale des indépendants, on a beaucoup moins la problématique de rattrapage des 2 ans. Avant, effectivement, lorsque vous déclariez, il y avait un décalage effectivement qui était de 2 ans et qui était extrêmement complexe à gérer. Aujourd'hui, la sécurité sociale des indépendants permet de déclarer en direct ses revenus et donc de les arbitrer au fur et à mesure de votre situation. Donc, on a plus de décalage là, et c'est vrai que c'est beaucoup plus souple. Très bien. Alors, ce que je vous propose de voir justement, c'est de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et de rentrer sur un peu combattre des idées reçues avec la protection sociale de la sécurité sociale des indépendants et la protection sociale d'un régime général. J'essaie de mettre en avant 3 points particuliers qui sont alors d'une part le chômage et au contraire de ce qu'on pourrait croire, un salarié n'a absolument pas droit au chômage. Donc effectivement, un mandataire social, un dirigeant salarié ne cotise pas au chômage et n'a aucune prestation au chômage de la même façon qu'un travailleur non salarié. Donc, sur ce point de vue, j'ai envie de dire que pour le chômage, même combat, pas de protection. Alors, la protection chômage, on peut la constituer, certes, mais ce sera une démarche que vous devrez avoir à titre personnel. Donc, on a effectivement la possibilité de souscrire des assurances chômage privées, la fameuse GSC. Qui est peu usitée. Qui est peu usitée effectivement aujourd'hui, mais qui existe. Alors, elle est peu usitée parce qu'elle est assez coûteuse, parce qu'il y a aussi une franchise, enfin un délai de carence, pardon, qui est d'1 an. Donc, effectivement, elle est peu usitée, mais elle existe. D'accord. Alors, le deuxième point, ça va être les dépenses de santé, les frais de santé. Sur les frais de santé, aujourd'hui, même cotisation, même taux de remboursement. D'ailleurs, aujourd'hui, la gestion est intégralement assurée par la CPN. Donc, SSI salarié, idem. Le troisième point, c'est la partie prévoyance. Alors, la prévoyance, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu méconnu, j'ai envie de dire. Méconnu tout simplement parce que lorsqu'on est salarié dans une entreprise, c'est un régime qui est quasiment transparent. Vous avez effectivement des cotisations. Souvent, on est d'ailleurs bien protégé parce qu'il y a d'une part la convention collective qui améliore les choses, voire souvent aussi l'employeur qui a prévu encore un petit peu plus. Donc, on sait effectivement que quand on est salarié, eh bien, on va avoir une protection sociale en cas d'arrêt de travail, un maintien de sa rémunération. En cas d'invalidité, pareil. Et souvent, quand on est malheureusement en cas de décès, on a une protection à la fois pour ses enfants, des rentes éducation, mais également un capital décès pour son conjoint. Pour autant, attention, la prévoyance, en réalité, ce n'est pas aussi simple, puisque si on est bien assuré, c'est parce qu'il y a une convention collective qui l'a permis. Mais cette convention collective, il faut aller la chercher. Or, aujourd'hui, ce que l'on va essayer de voir, c'est à protection sociale identique et surtout à statut social identique. C'est-à-dire, aujourd'hui, le régime des salariés, si on n'est pas allé chercher la convention collective ou si on n'a pas fait de choses complémentaires, le régime obligatoire, c'est quoi? Le régime obligatoire, c'est en cas d'arrêt de travail temporaire, une indemnité journalière qui est au maximum de 44 € par jour. Point.
Donc, même si j'avais une rémunération significative, de toute façon, je sais que le plafond, c'est 44 € par jour. Donc, au-delà, si je veux m'assurer, il va falloir effectivement que j'aille chercher un régime facultatif. Le deuxième point, c'est la partie invalidité. Donc, l'invalidité, c'est après un arrêt de travail supérieur à 3 ans. Là, effectivement, je vais avoir une déclaration, une invalidité qui va être déclarée par le médecin conseil de la sécurité sociale. Et là, je pourrais percevoir maximum, toujours pareil, une indemnité qui pourrait être de 1 655 € par mois et pas au-delà. Enfin, j'aurai un capital décès. Le capital décès, ce n'est pas ma protection, mais c'est plutôt la protection pour ma famille. Et en cas de décès, pour un régime salarié, effectivement, quelle que soit ma rémunération, puisque c'est un forfait, mon conjoint pourra percevoir 3 400 €. 3 400 €, ce n'est même pas, j'ai envie de dire, les frais d'obsèques. Donc, c'est rien. Et effectivement, ce chiffre, il est valable, que je sois seule, que j'ai 2 enfants, 3 enfants, quelle que soit ma situation, même montant. Ouais. Alors, ça, c'est mon régime obligatoire, régime général. Si je le mets en parallèle avec le régime de la sécurité sociale des indépendants, eh bien, on va voir que finalement, ce régime RSI, il est un petit peu plus favorable. Alors, certes, ça ne va pas tout changer, mais il est un peu plus favorable et c'est souvent un peu une idée qu'on n'avait pas en tête. Donc, le régime RSI, l'indemnité journalière, ce n'est pas 44, mais c'est 54 € par jour maximum. Ouais. Donc, on a un petit peu plus. Pareil. La pension d'invalidité, c'est pareil. Par contre, les capitaux d'essai, eux, sont variables en fonction de la situation de famille. Ouais. Et en l'occurrence, effectivement, à minima, c'est 8 000 €. Okay. Donc, effectivement, on a un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ici, on devra, et vous le voyez bien, aller chercher des régimes facultatifs pour venir améliorer les choses et pour venir combler les lacunes. J'essaie justement de vous donner quelques éléments sur le régime général. Donc, vous allez avoir toujours un socle de base. Le socle de base, c'est finalement ce que je disais tout à l'heure, une liquidation unique des régimes pour le régime des salariés, le régime de la sécurité sociale des indépendants et le régime de la MSA. Le calcul, il se fait de façon assez simple. L'administration va faire quoi? Elle va aller rechercher votre salaire annuel moyen plafonné, le fameux SAM. D'accord. Justement. Donc, le fameux SAM, vous le retrouvez justement sur votre relevé de carrière. Et votre fameux SAM, il est plafonné. Il est plafonné à quoi? Au plafond annuel de la sécurité sociale. Aujourd'hui, environ 40 000 €. D'accord? Donc, si vous avez, par exemple, aujourd'hui, réalisé finalement les 25 dernières années au plafond de la sécurité sociale et que vous avez tous vos trimestres, vous aurez effectivement un taux à 50% et vous pourrez percevoir une retraite du régime obligatoire de base qui sera maximum à 17 000 € environ. Donc, plus je vais avoir une rémunération importante, plus le décalage entre ma rémunération d'activité et ma retraite sera important. Les points que vous allez avoir ensuite, ce sont les régimes complémentaires obligatoires par points. Alors, côté salarié, j'aurai le fameux régime Agirc-Arrco, qui a évolué depuis cette année, depuis le 1er janvier, puisque les deux régimes ont fusionné aujourd'hui. Et du côté sécurité sociale des indépendants, vous aurez le régime par points RCI, qui est l'équivalent de ce qu'on avait à l'époque au niveau Arco. Donc là, c'est simple, j'ai une rémunération, je cotise et j'ai des points qui me seront restitués avec une valeur de rachat à la retraite. Vous faites aussi des simulations avec ça? Vous savez faire? Alors, on fait effectivement les simulations. Et l'idée de la simulation, c'est de pouvoir vous mettre en avant. Première situation, je suis par exemple salarié et j'envisage de reprendre une société SAS avec un régime de salarié. Je me projette et on voit ce que ça donne à 10, 15, 20 ans. À 10, 15, 20 ans, exactement. Et on pourra faire effectivement en parallèle la même situation, mais si j'étais au régime sécurité sociale des indépendants. D'accord. De cette façon-là, vous pourrez voir combien ça coûte,
et au final, combien est-ce que vous avez. Vous pourrez voir si l'un des régimes est plus favorable que l'autre. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller chercher justement, pourquoi pas, des régimes facultatifs complémentaires qui pourront nous permettre justement de combler des lacunes s'il y en a. Et ces régimes facultatifs, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Chacun avec des avantages, des contraintes particulières, et certains peuvent d'ailleurs être très complémentaires. Une loi Madelin, par exemple, peut être complémentaire à une assurance vie. Mais une loi Madelin peut être complètement hors sujet. Et ça peut être, par exemple, un père. Tout à fait, tout à fait. Une loi Madelin, par exemple, pour un travailleur non salarié qui ne serait pas imposable, pour moi, est un non-sens. Il faut voir. Exactement. Il faut voir effectivement adapté par rapport à chacune de vos situations. Il n'y a pas une solution automatique. Chaque solution va être, d'ailleurs, les solutions qui peuvent être préconisées à l'instant T pourront être peut-être évoluées ou pourront être différentes dans 5 ans, dans 10 ans, parce que d'une part, votre situation à vous aura évolué ou parce que la fiscalité aura, elle, évolué également. Et un cédant qui est à 1 an de la vente, est-ce qu'il peut avoir intérêt à aller sur un de ces régimes, un cédant, une de ces prestations, je veux dire? Alors, un cédant peut encore, effectivement, à 1 an, à 2 ans, encore aller jouer, effectivement, sur certains de ces dispositifs-là. Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai essayé, effectivement, de vous donner quelques pistes sur la protection sociale, à la fois du cédant, à la fois du repreneur. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de mieux aujourd'hui que de passer à un moment donné par un audit de protection sociale. L'audit, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre 1 heure de votre temps, et je ne pense pas que ce soit trop, effectivement, parce que les enjeux sont tellement importants, mais en tout cas, prendre 1 heure de votre temps pour faire un point à aujourd'hui de comment est-ce que vous êtes organisé. Est-ce qu'il y a des lacunes? Peut-être aussi d'apprendre à connaître votre régime obligatoire. Tout simplement. Pédagogie aussi. Exactement. Parce que mieux on connaît et mieux on pourra moduler finalement ce fameux régime obligatoire et ensuite agir sur ce régime. Cet audit, c'est un audit qui va être réalisé à un instant T, mais je pense qu'il est fortement recommandé de le remettre à jour, de le réactualiser assez régulièrement. J'ai envie de dire tous les 2 ans minimum, c'est important. Quand vous faites votre audit, votre bilan pour votre véhicule, vous le faites, c'est aussi obligatoire aujourd'hui, contrôle technique pour son véhicule. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque part, ce n'est pas encore obligatoire de faire son audit de protection sociale. Pour autant, ça pourrait peut-être être de devenir demain. Effectivement, c'est fortement conseillé. En plus, c'est vrai qu'avec la CCI et AG2R, on a un accord, donc vous offrez ce diagnostic, prenez en charge, donc profitez-en. Nathalie et AG2R ont un vrai savoir-faire en la matière, donc voilà, je vous invite à profiter de cet accord-là pour bénéficier de cet éclaircissement sur votre situation personnelle. Exactement, oui. L'audit, c'est vraiment de faire un focus pour vous. C'est quelque chose qui reste confidentiel, bien entendu, et on va s'attacher ensemble à essayer de vous apporter toutes les réponses par rapport à vos situations et par rapport à votre avenir surtout, pour essayer justement que vous soyez le plus serein possible. Très bien. Donc, oui. Alors, juste avant, je vous propose effectivement quelques liens qui vous permettront de retrouver notamment… Alors, les 2 premiers liens, tout simplement, c'est pour retrouver vos relevés de situation, vos relevés de retraite. Vous les recevez, comme je disais, tous les 5 ans, mais parfois, vous avez besoin d'aller les récupérer à d'autres moments clés ou parfois, vous ne les avez tout simplement pas reçus. Auquel cas, vous pouvez vous connecter sur les 2 premiers sites, l'assurance retraite et Info Retraite, vous permettent d'accéder, voire même de modifier vos relevés de situation. Le deuxième lien, c'est la sécurité sociale des indépendants, sur lequel aujourd'hui vous trouvez énormément d'informations et qui peuvent lever d'ailleurs des freins sur ce fameux régime du RSI. Et puis ensuite, les deux autres liens, tout simplement des liens
qui vous amènent sur les sites d'AG2R La Mondiale et qui vous permettent aussi ici de retrouver quelques vidéos, quelques conseils justement sur, d'une part, le statut social du dirigeant, sur la partie optimisation de la rémunération, etc. Très bien, merci Nathalie. Un petit dernier mot pour dire que si effectivement chaque cas est particulier, ce serait peut-être intéressant qu'il se rapproche d'un conseiller G2R. Donc, on vous a mis ton numéro de téléphone. Tu es joignable? Merci. Alors oui, effectivement. Donc vous pouvez me joindre soit par mail, soit par téléphone. Alors moi, je suis présente effectivement sur la région, mais je ne suis pas toute seule. Vous avez aussi d'autres conseillers qui sont disponibles et qui sont surtout en local. Parce qu'il n'y a rien de mieux effectivement d'avoir une personne qui soit en local, qui puisse venir vous voir et surtout qui soit très disponible pour vous. Donc nos équipes effectivement sont présentes sur le terrain à vos côtés. Mais effectivement, le point d'entrée, ça peut être soit Olivier, soit effectivement directement un petit mail, un petit coup de fil et on essaye de voir effectivement comment vous accompagner au mieux. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à Nathalie évidemment. Je voulais juste dire 2 mots en conclusion. C'est un débat éternel du statut social du dirigeant et de la forme juridique. Hein. Il y aura toujours des débats et des points de vue différents. Évidemment, vous, en tant que dirigeant cédant ou repreneur, vous allez devoir arbitrer. Vous allez entendre peut-être des choses un peu contradictoires. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vous conseille de faire un diagnostic et puis surtout une simulation avec des exemples concrets, avec des chiffres, avec du réel, de façon à pouvoir avoir une vision la plus objective possible. Là, on est sur des chiffres, on n'est plus sur des croyances. Donc voilà, moi, je vous encourage vraiment à faire des simulations, voilà, comme on disait tout à l'heure, les chiffres, ils ne mentent pas. C'est ça, on est complètement effectivement objectif et les chiffres vous permettent effectivement d'avoir une situation claire sur à la fois le coût global de votre protection sociale. Quand je dis coût global, c'est coût avec les solutions qui permettent justement de gommer les lacunes qu'on aurait pu identifier par rapport à l'un ou l'autre des régimes. Et ces études peuvent être transmises si vous le souhaitez, bien entendu, et avec votre accord, à vos conseils experts comptables ou avocats d'affaires pour qu'ils puissent aussi l'intégrer dans votre prévisionnel. Alors, merci beaucoup. On va passer aux questions. Là, j'ai 2 petites questions. La première, c'est donc j'ai beaucoup de chefs d'entreprise cédants qui se posent la question de continuer après, soit pour l'accompagnement, soit pour faire une activité de conseil. Donc, tu me confirmes qu'après avoir validé, enclenché ses droits à la retraite, on peut continuer à travailler, on peut continuer à exercer une activité de conseil, par exemple. Alors, effectivement, souvent, vous pouvez être dirigeant qui part à la retraite et qui vend son entreprise. Donc, bénéficier éventuellement d'une fiscalité avantageuse qui est la fiscalité du départ à la retraite. Dans la fiscalité du départ à la retraite, il y a une contrainte, c'est qu'il ne faut pas être ensuite de nouveau dans l'entreprise dans laquelle je viens d'avoir vendu. Donc effectivement, ça c'est une petite contrainte, je ne vais pas pouvoir avoir de fonction de direction dans cette entreprise-là. Pour autant, rien ne m'empêche de constituer une petite structure en SAS unipersonnel par exemple à côté et de faire de la facturation d'honoraires à la structure que je viens de transmettre. Ça c'est possible, effectivement. Merci. Aucun problème. Ça, effectivement. Deuxième question rapidement, pourquoi le statut du RSI est-il si dénigré? Voilà, on l'a entendu, effectivement. Ça va mieux, beaucoup mieux, mais effectivement, il y a quelques restes de cette... On a encore beaucoup d'a priori, effectivement, de ce statut parce que au niveau du RSI, pendant des années, effectivement, et en particulier dans les années 2000, ça a été compliqué parce que le RSI a fait un changement de système informatique qui a été un petit peu complexe, mais surtout qui a fait que au niveau des appels de cotisation, il y a eu beaucoup d'erreurs. D'une part, qui ont été très longues à se régulariser, et d'autre part, on avait effectivement le fameux décalage entre le moment où je déclare et le moment où je paye ma cotisation, et qui faisait qu'on se retrouvait avec des situations où au moment où je déclare, j'ai une situation qui est très favorable, et au moment où je dois payer, j'ai une situation qui peut l'être beaucoup moins. Donc, on se retrouvait effectivement avec des scénarios un peu, j'ai envie de dire, catastrophes, où au moment de payer, je n'avais pas forcément le cash pour le faire. Et ça, c'est résolu. Aujourd'hui, c'est résolu, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la Sécurité sociale des indépendants a mis en place un système informatique qui fait que je déclare
et je paye automatiquement ma protection en fonction de ce que j'ai déclaré. Donc ça se fait au trimestre. J'ai plus de décalage aujourd'hui. C'est comme le régime salarié. Merci. J'ai une petite question sur le coût de transformation d'une SARL. Alors effectivement, on transforme sa SARL en SAS. Oui. Va falloir payer quand même un avocat pour rédiger les statuts. On va devoir effectivement. On peut donner une petite fourchette, l'ordre d'idée? Alors aujourd'hui, en moyenne, dans les conseils qu'on peut avoir sur la région, on va être entre 4 000 à 5 000 € à peu près, voilà, le coût de la transformation globale. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut le prendre en considération. On est sur un ordre de grandeur, je pense. Oui, moi je suis d'accord. J'aurais dit entre 3 000 et 5 000. Donc on est raccord. Sur une fourchette large, mais. Ouais, on est sur une fourchette large. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci à G2R pour la confiance et sa compétence. Je voulais juste donner quelques infos avant de nous quitter. Alors, la CCI organise régulièrement des webinaires, donc soyez attentifs, n'hésitez pas à participer à d'autres webinaires en allant voir sur le site internet CCI Nord-Isère. Voilà, vous êtes le bienvenu en tout cas. Je vous invite aussi à nous contacter pour évoquer votre transmission, parce que c'est aussi notre travail à la CCI Nord-Isère de vous aider à préparer la transmission. C'est mon boulot à moi plus particulièrement. Et puis, j'ai aussi un club de repreneurs, donc n'hésitez pas là aussi, si vous voulez entreprendre et reprendre une entreprise, à se rapprocher de nous et de la CCI Nord-Isère. Dernier point, voilà, un petit actu, on a le 26 mars, la journée de l'innovation à la CCI Nord-Isère. Pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est un petit peu techno et innovant, n'hésitez pas à venir. En tout cas, la journée est très intéressante et ouverte au plus grand monde. Donc, merci à tous, merci à G2R et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir.